Bonjour les explorateurs. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter une sélection de mes animés préférés qui sont tous excellents chacun à leur façon bien sûr. Je vous les présente dans l'ordre du plus petit au plus grand, niveau qualité. Ces animés en grande partie sont connus du grand public a fortiori aimés. Sans plus tarder, sautons dans le top. 10e, dans le top, Ranking of Kings est un animé rempli de situations émouvantes. L'histoire nous fait passer par les différents stades d'émotion avec l'histoire de Bojji et son aventure. C'est un jeune prince sourd et muet dans le royaume de Boss qui est en péril, dont le fondateur connu pour sa force herculéenne est gravement malade. Il est moqué par tout le monde. S'il accède au trône, le pays sera déchu dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. Le prince cadet d'Aïda, qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Bojji arbore un sourire. Même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir. Car, pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles. Bojji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Bon, sans rentrer dans les détails, l'histoire de l'animé est fantastique parce qu'il y a plein de retournements scénaristiques. On en apprend plus sur Bojji, sur l'état du royaume et les motivations des ennemis et des personnes qui tirent les ficelles derrière tous ces événements bouleversants. Et en plus de cela, on est captivé par l'objectif de Bojji qui est de devenir le meilleur roi et de son amitié avec cette mystérieuse ombre. L'histoire a un ensemble de thèmes plutôt bien organisés et qui sont abordés plus ou moins en profondeur selon les arcs. En bref, regardez Ranking of Kings, vous serez emporté par l'histoire. Une nuit, des sphères contenant des créatures à l'apparence de serpents tombent partout dans le monde. Ils sont programmés pour prendre la place des cerveaux humains. L'un s'attaque à Shinichi durant son sommeil en essayant de s'introduire par son oreille mais ne peut l'atteindre. Réveillé en sursaut, alors que le parasite tente de s'introduire par son nez, il essaye de se défendre, mais finit par se faire perforer la main droite. Le lycéen prend ses écouteurs et les enroule autour de son bras, empêchant le parasite de grimper jusqu'au cerveau. Ne pouvant quitter son bras, ce dernier fusionne finalement avec sa main droite. Pendant ce temps, d'autres parasites ayant réussi à avoir des hôtes commencent à se nourrir d'êtres humains, tandis que la créature et Shinichi sont forcés de cohabiter. Selon moi, ce qui fait la force de Parasite est l'évolution du personnage principal à travers ses relations, que ça soit avec Miji, les autres ou même le méchant. Au début, on montre un ado qui est victime d'une situation qu'il n'a pas demandée, mais maintenant qui se retrouve être la croisée des chemins entre deux espèces qui sont les humains et les parasites. L'animé réussit à faire cette opposition parfaite en abordant le thème tel que la nature qui est l'élément parfait pour décrire pourquoi les humains sont si cruels et pourquoi ce sont d'infâmes immondices qui butent les animaux comme des pus. Bon, sérieusement, l'animé est excellent car quand tu regardes la série, tu t'ennuies pas directement, t'es rapidement plongé dans l'intrigue et la conclusion était bien orchestrée. Tatsumi Oga est un délinquant et étudiant au lycée d'Ishiyama. Il est surnommé l'ogre tueur par les autres élèves. Un jour, il voit un homme flottant sur un fleuve et décide de le ramener à la rive et à sa grande surprise, le corps de cet homme s'ouvre en deux. En sort un bébé aux cheveux verts qui se trouve être le fils du roi des démons surnommé Bel Oga, apprend ainsi qu'il a été choisi pour être son parent et doit donc élever le bébé jusqu'à ce que celui-ci soit en âge de détruire l'humanité. C'est la servante et mère du bébé, Hildegarde, venant à sa rencontre pour tenter de reprendre le bébé, le lui révèle. Après avoir vu que Babybel ne voulait pas le lâcher. Hilda lui dit qu'il est lié par un contrat avec Belle et l'informe qu'il mourra s'ils sont séparés de plus de 15 mètres. Ne voulant pas assumer sa charge paternelle et ses responsabilités, Oga cherche à transmettre Babybel à quelqu'un d'autre, ce qu'il peut faire si cette personne est plus forte et plus mauvaise que lui. Babybel s'attacherait alors à cette personne au lieu d'Oga. Ainsi commence l'histoire de Tatsumi Oga, père du futur roi des démons et réceptacle de ses pouvoirs. Bien que l'histoire de Belzéboub se construise sur des bases un peu sérieuses, l'intrigue n'en est pas moins le contraire. Toute l'histoire tourne sur la comédie. À chaque épisode qui passe, l'animé réussit à te faire rire grâce à ses personnages et ses moments les plus ridicules les uns que les autres. Il y a des passages sérieux en effet par moments, mais ce qui fait la force de l'animé, c'est l'aventure folle de Oga qui veut à tout prix se débarrasser de Babybel pour mener une vie normale, mais au fur et à mesure, ces deux persos vont s'attacher et vont devenir terriblement efficaces face aux ennemis et problèmes qui se profilent face à eux.
Ils affrontent tout avec panache et repoussant toutes les limites de l'absurde. L'histoire débute en Allemagne en 1986 à l'hôpital de Düsseldorf. Tenma Kenzo est un jeune neurochirurgien japonais aux compétences hors normes. Il est fiancé à Eva Heinemann, la fille du directeur de l'hôpital destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de donner en priorité ses soins au maire de la ville et préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, arrivé à l'hôpital avant le maire. La sœur jumelle du garçon est aussi hospitalisée. Leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés chez eux. Le garçon s'en sort, mais le maire décède. Le docteur Tenma est alors déchu de ses fonctions et rejeté par sa fiancée. Peu de temps après, le garçon et sa sœur disparaissent à la suite des meurtres mystérieux. 9 ans plus tard, Tenma découvre l'auteur des meurtres Johan. Ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé semble être devenu un monstre, semant la terreur autour de lui. C'est l'inspecteur Runge de la police criminelle, un homme rigide à tendance obsessionnelle qui reprend en charge l'enquête après la police de province allemande. Il soupçonne évidemment Tenma et le traque. C'est à partir de cet événement naquit une enquête que va mener Tenma durant tout au long de l'œuvre pour arrêter Johan le monstre, qui est un individu mystérieux, dangereux et inarrêtable. Je place Monster en 7e. Pour Monster, on peut dire que ce que propose l'œuvre est incroyable en termes propos et de message. Son message est unique, par exemple l'approche du mystère, ses personnages sont au trouvé, chacun mène son propre périple à travers son aventure, mais au final, il y a un croisement de tous les chemins, et que dire du méchant? Le méchant a été le pilier central de l'œuvre. L'histoire entière tourne autour du mystère sur Johan, quant à ses origines et ses motivations. Malgré que l'œuvre recèle des défauts, comme une introduction longue durant presque 20 épisodes et un personnage principal pas intéressant, l'animé est quand même une masterclass à voir. JoJo's Bizarre Adventure est une série dont l'histoire suit les aventures de la famille Joestar à travers plusieurs générations, chacune confrontée à des ennemis surprenants et des combats extraordinaires. Chaque partie de la série met en scène un Joestar différent. Les protagonistes utilisent des pouvoirs surnaturels appelés Tens pour combattre les forces du mal. Chaque partie équivaut à l'instauration de nouvelles règles comme l'onde dans la partie 1 et 2, ensuite dans la partie 3, la mise en place des stands jusqu'à la partie 9 de manière définitive. Ce qui m'a attiré mon attention en premier, c'est son humour. Chaque partie, on nous montre un nouveau JoJo et son caractère. Chaque partie est cool, mais les plus excellents sont la partie 2 et 3. Parce que selon moi, c'est là-bas qu'on a atteint le prime de JoJo. Mais à côté de cela, l'histoire est intéressante et l'animé se renouvelle constamment et il y a toujours des ennemis badass et charismatiques tels que Dio et les hommes du pilier, ou même encore des héros charismatiques tels que Joseph Joestar, qui est le meilleur JoJo en outre. La série est célèbre pour son style unique, son intrigue complexe et ses combats épiques. On entre dans le top 5 et les animés qui suivent sont des monstres en termes de scénario. L'histoire se déroule dans un monde où l'humanité est au bord de l'extinction, vivant reclus derrière des murs. Les titans ont forcé les humains à se réfugier derrière d'immenses murs pour survivre, mais un jour, un titan colossal détruit le mur Maria et ce fut un massacre. Tous les habitants se font dévorer par des titans. Eren, ayant perdu sa mère, désireux de se venger, intègre le bataillon d'exploration en jurant de tuer les titans jusqu'au dernier. Dans l'histoire, on est plongé dans un monde où le danger semble être partout. On assistera à un héros qui n'a que pour unique ambition d'éradiquer les titans. Progressivement dans l'œuvre, on nous fera part de la révélation sur les titans, leur fonctionnement, les détenteurs et plein d'autres éléments secondaires qui éclaircissent les mystères posés. L'histoire de SNK est captivante parce qu'on commence avec un début choquant et au fur et à mesure des épisodes, on nous montre que tous ces massacres, malgré qu'il en soit une, nous est montré sous une perspective et que ça ne pouvait pas en être autrement, c'est quand on obtient des éclaircissements qu'on peut relativiser notre point de vue. C'est ce qui définit la particularité de l'animé. On nous met dans une histoire captivante dont on met progressivement en lumière les zones d'ombre. C'est pourquoi SNK est masterclass malgré sa fin.
Yusei Fudo, un jeune duelliste talentueux passionné de mécanique qui se bat pour la liberté dans une société divisée entre les riches résidant dans la ville et exclus vivant dans les quartiers défavorisés appelés satellites. Il cherche à se venger de son ancien ami appelé Jack Atlas, devenu champion de duel à New Domino City suite à une trahison passée avec l'aide de nouveaux amis qui sont aussi des pactisans. Yusei s'engage dans des duels de cartes utilisant des duel runners étant axé aussi sur l'invocation synchro. Il lutte contre l'organisation appelée Pactisans des Ténèbres, menaçant d'apporter le chaos en utilisant des forces obscures. Dans cette série, il affronte constamment de nouvelles menaces. Il est épaulé par ses amis dans ses épreuves. Il tente de se surpasser dans chaque duel pour lui. Chaque duel est le meilleur moyen de se donner le meilleur de soi-même. Il a plein de qualités. On plonge dans un monde où il y a une séparation entre deux populations différentes. Les duels sont pertinents, les méchants sont charismatiques, l'histoire est excellente, entre autres. Les duels de cartes deviennent des affrontements épiques, rythmés par des enjeux élevés et des révélations surprenantes sur le passé de chaque personnage. Thorfinn, fils d'un illustre guerrier, verra sa vie basculer lorsque son père est assassiné par Askeladd. Animé par la vengeance, Thorfinn suivra puis intégrera cette bande avec le désir de le tuer dans un duel loyal, l'assassin de son père. La quête vengeresse de Thorfinn est le fil rouge du prologue de l'histoire. Elle le mènera notamment à participer à l'invasion de l'Angleterre par les Danois au début du XIe siècle. Cette partie de l'histoire traite de sujets divers tels que la guerre, la politique, la religion, et brosse un portrait convaincant et humain de la vie quotidienne des populations victimes de la guerre, mais aussi et surtout des guerriers vikings. L'animé Vinland Saga est masterclass. On part d'un postulat classique, mais on aboutit vers une complexité de narration inouïe. Je ne suis pas sûr que tous les auteurs peuvent réussir à faire ça. D'habitude, dans les œuvres de vengeance, quand on cause du tort au héros, il n'a que pour seul but de défoncer ses malfaiteurs, sans savoir que son jugement a été mis sous le filtre de l'émotion de la vengeance, mais dans cet animé, c'est plus que ça. La quête de Thorfinn est intéressante. On se demande ce que le personnage d'Askeladd a à offrir à Thorfinn de nouveau et les problèmes politiques et moraux de cette époque en somme Vinland abordent tant de thèmes que je ne peux énumérer qui rendent son propos hétérogène. En 2112, au Japon, Sibyl, un système informatique, a transformé la société en monde parfait. Grâce à son technologie, Sibyl est capable d'analyser et quantifier la santé mentale et morale des citoyens, ce qui donne le psychopathe et ainsi d'identifier les personnes susceptibles de commettre un crime. Lorsqu'un citoyen dépasse la norme, les inspecteurs du Bureau de la Sécurité publique, accompagnés de leurs exécuteurs, poursuivent et appréhendent ces personnes pour leur faire suivre une thérapie, les enfermer ou les abattre sur place. C'est dans ce monde qu'embarque Akane Tsunemori, nouvelle inspectrice venant tout juste de rejoindre la division 1 du Bureau de la Sécurité publique. Elle enquête pour arrêter un criminel qui s'appelle Shogo Makishima, un criminel qui passe sous les radars du système. Son enquête le mène vers une terrible découverte sur le système. Le thème de l'animé est plutôt original, on nous introduit dans un monde futuristique, mais la vraie qualité de l'animé repose sur le méchant. Au début, c'est pas original, mais quand on voit Shogo à l'action, la dynamique de la série change, l'histoire devient incroyable. Shogo nous expose une vision précise de la nature humaine du système et de sa philosophie. C'est pourquoi, de loin, l'animé garde une haute place dans mon top. L'histoire suit les aventures de Gon Freaks, un jeune garçon qui veut devenir un hunter, un titre prestigieux accordé à ceux qui réussissent un examen difficile et qui leur donne accès à des privilèges et des informations exclusives. Gon découvre que son père, Ging Freaks, qu'il n'a jamais rencontré, est lui-même un hunter de renommée mondiale. Déterminé à le retrouver, Gon décide de passer l'examen des hunters pour suivre les traces de son père et découvrir la vérité sur lui. Au cours de son voyage, Gon se lie d'amitié avec d'autres candidats, notamment Kurapika, Leorio et Killua, chacun ayant ses propres motivations pour devenir un hunter. Ensemble, ils affrontent des épreuves périlleuses, des ennemis redoutables et découvrent les mystères du monde des hunters. Ai-je réellement besoin de dire pourquoi Hunter x Hunter est meilleur et aussi pourquoi je dis X? Je sais que le X ne se prononce pas, mais c'est pour trigger les puristes. Hunter x Hunter reçoit cette première place parce que l'auteur est un putain de génie comme celui de Psycho-Pass et qu'il a tout compris. Une histoire excellente dont chaque arc est original, l'ambition des héros, les défis,
les challenges, les méchants, l'arc, tout ce qu'il faut pour créer une aventure de dingue. Hunter x Hunter est un shonen excellent, si ce n'est que le meilleur shonen, et l'histoire n'est pas encore finie. Il y a des arcs encore plus incroyables qui viendront dans le manga, comme le Dark Continent. Par conséquent, je peux dire que, selon moi, Hunter x Hunter est pour l'instant la meilleure œuvre que j'ai jamais vue, parce qu'elle a une originalité sans borne. Chaque arc représente un nouveau voyage qui est une expérience unique et inoubliable. Voilà les explorateurs, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Selon vous, est-ce que ce top est parfait ou vous trouvez qu'il manque des pépites? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le notifier. Je ferai sûrement à l'avenir d'autres tops de ce genre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et explorez toujours d'autres univers.